Hors série, les dossiers BFM Business. L'avenir des RH, la technologie, l'IA et l'évolution du monde du travail. Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce hors-série où nous allons parler de l'impact de l'IA sur le monde du travail en nous intéressant plus particulièrement à la transformation de la fonction RH, la fonction des ressources humaines. Alors qu'apporte l'IA au métier des RH, le rôle de ces technologies dans la gestion des talents, des compétences, quelles formations, quels outils, et puis répondre aux craintes. On va essayer de répondre aussi aux craintes concernant l'automatisation de certaines tâches et la transformation des processus. Il nous faut des experts pour en parler. Ils sont avec nous. Claire Alaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH France de Pfizer, c'est une entreprise du médicament. Alors, c'est plus de 85 000 personnes dans le monde, 1000 en France, et puis un chiffre d'affaires mondial aux alentours de 60 milliards, donc un des géants de l'entreprise, du médicament dans le monde. À vos côtés, Romain Javillier. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé en charge des activités data et IA d'Acton Group, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les systèmes d'information et dans les RH. Ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et avec nous, Hubert Côté, directeur général de Workday. Bonjour Hubert. Bonjour Frédéric. Donc l'un des leaders dans ce domaine sur le SaaS et les logiciels, et notamment dédiés au RH. Claire, avant de rentrer dans le détail de l'impact de l'IA sur votre métier, sur les RH, en quoi l'IA fait déjà partie intégrante chez Pfizer, quand vous l'utilisez, j'imagine, au quotidien? Oui, avant de parler de l'IA dans les RH, effectivement, quelques mots sur Pfizer. Donc, on est une entreprise du médicament qui met à la disposition des patients des traitements et des vaccins innovants. Ça fait plus de 10 ans qu'on utilise l'IA pour nous aider à accélérer justement la découverte de nouveaux traitements. Donc, dans ce cadre-là, l'aide des outils d'IA est absolument cruciale. Et d'ailleurs, on voit que ces 3 dernières années, on a gagné 3 années de temps de développement clinique pour arriver effectivement à trouver des nouveaux médicaments, des nouveaux produits. Et vous êtes presque autant une entreprise du médicament qu'une entreprise de la data, parce que j'imagine si on parle d'IA, on parle de data. Exactement. Et tous les métiers de la pharma sont impactés par l'IA, c'est-à-dire dans le cycle de production des traitements, de la R&D, des essais cliniques, de la production, des demandes d'accès au marché. Voilà, tous les métiers sont impactés, effectivement. Toute cette chaîne de valeur, oui, de la supply chain jusqu'à la distribution, et puis évidemment dans la recherche et développement, et on va en parler dans un instant. Romain Javillier d'Acton, donc vous n'êtes pas un cabinet de conseil, j'ai dit comme les autres, spécialiste système d'information et RH, c'est créé il y a 20 ans. Alors vous êtes vous-même transformé, et notamment avec l'intelligence artificielle. Et justement, l'impact de l'IA dans votre métier là, pour conseiller les entreprises. Alors certes, vous êtes comme nous tous, vous marchez en apprenant. Et comment ça se passe? Alors tout d'abord, le Acton s'est transformé il y a 10 ans déjà. On a intégré des expertises data et tech. Et ça, de manière à pouvoir finalement coupler les deux expertises et pouvoir accompagner nos clients, nos partenaires dans la mise en œuvre des projets data et IA. Parce qu'effectivement, ça commence par la data. On se base du coup, l'idée derrière, c'est de ne pas subir l'arrivée de l'IA, mais d'en tirer profit, puisqu'on va le voir par la suite. Mais il y a plein de cas d'usage qui sont extrêmement intéressants dans les RH, on va en discuter aujourd'hui. Et c'est ce qui fait finalement aujourd'hui la force d'Acton, c'est la double compétence tech et data, au sens large, métier on va dire, et data, et qui nous permet finalement d'être un des leaders sur ce marché. Et aujourd'hui, en fait, l'IA est un formidable levier de transformation pour les ressources humaines. Les ressources humaines cherchent depuis des années à passer d'une fonction support, un peu cost center, centre de coût, à une fonction d'apport de valeur, business partner. Et l'IA est l'occasion rêvée d'arriver enfin à faire ce pas-là. Et en termes d'impact, puisque c'était ça aussi la question, on voit des impacts positifs déjà arriver, puisque finalement, il va y avoir une automatisation de certaines tâches qui sont des tâches qui sont un peu chronophages, sans beaucoup de valeur ajoutée, qui vont pouvoir être automatisées et qui vont permettre de recentrer finalement les équipes sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et des tâches sur lesquelles l'IA n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. Et il y a quelques limites aussi à ce qu'on parler des données, la qualité des données. Voilà, c'est exactement ça. Effectivement, Claire en a parlé tout à l'heure. Le point de départ, c'est la donnée. Il faut que la donnée soit accessible, de qualité, parce que sans données de qualité, forcément, les résultats qui en découleront seront mauvais, ils ne seront pas utilisables. Il y a les biais aussi, tout le monde en parle, sur tout ce qui est recrutement qu'il faut mesurer, chercher à tracer dans le temps. Et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. On parle aujourd'hui de MLOps.
C'est tout ce qui est finalement, on parlait de DevOps avant, pour tout ce qui est cycle de vie des produits, des applications. Machine Learning Ops. Opération, c'est ça, de manière à le suivre en continu, l'améliorer, etc. Et il y a un autre critère aussi, c'est la rapidité d'innovation, parce que c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Enfin, on en parlera avec Claire dans un instant, et puis avec Hubert, ça va tellement vite qu'il faut l'intégrer, mais en même temps, il faut faire tourner aussi le business as usual. Oui, parce que effectivement, il y a aussi beaucoup de réglementaires dans les RH, mais c'est là où il faut effectivement mettre en place des projets rapides, en mode un peu test and learn, pour voir quelles sont les nouveautés et est-ce qu'elles apportent vraiment la valeur ajoutée qu'elles promettent, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Hubert, avec l'expérience que vous avez avec Workday, l'usage de ces IA, est-ce que vous vivez donc au quotidien auprès de vos clients, de vos prospects? Ça doit être quoi la première approche de l'IA là, au niveau RH? En fait, nous, on a basé notre stratégie sur une obsession qui est de dire quels sont les cas d'usage qui apportent de la valeur. En ce moment, tout le monde reçoit une information colossale de plein de nouveaux acteurs sur le thème de l'IA et des agents. Nous, on a articulé notre stratégie sur 3 grands domaines sur lesquels l'IA s'applique. L'accélération, c'est-à-dire les gains de productivité, sur lequel l'IA générative a commencé à faire ses premières expérimentations, notamment dans la RH. Donc là, on produit des job desks, on produit des revues de performance. Oui, puis là, on a des indicateurs, donc on peut voir, voilà, ça avance. Donc, par exemple, nous, 30% du recrutement aux États-Unis passe par un système Workday. On s'est rendu compte que ça prenait 2 heures en moyenne. On le réduit à quelques dizaines de minutes avec l'IA générative. Le deuxième grand domaine, c'est l'expérientiel et le côté self-service. C'est comment, via des assistants, je vais simplifier quelque part la recherche d'informations à valeur ajoutée pour les employés, pour les managers, pour la communauté RH, pour la direction générale. Donc plutôt là, dans une logique d'assistant, langage naturel, je pose des questions. J'ai un guichet un peu unique pour interroger le système Workday et trouver les réponses. Et le troisième, c'est celui dont on parle de plus en plus, c'est l'agentic. Oui, c'est-à-dire là, l'IA qui vient en toute autonomie opérer des processus RH de bout en bout, quelque part remplacer pour une partie ce que des humains sur des tâches à faible valeur ajoutée faisaient avant. Donc c'est là-dessus que nous on a articulé notre stratégie qui s'appelle Illuminate, et on voit que le métier de la RH est en train de faire ses gammes sur ces usages-là, et nous on essaye avec des partenaires ou des conseils comme Acton à accompagner le client sur la bonne cadence, les bons sujets, pour que l'IA soit à valeur ajoutée et donc qu'elle soit adoptée plutôt que rejetée. Alors justement, une entreprise cliente, on a la chance d'en avoir une avec nous, avec le témoignage de Claire Alaria de DRH France de Pfizer. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'IA? Qu'est-ce que vous en attendez? Mais déjà, qu'est-ce que ça vous apporte? On parlait de recrutement, c'est vrai que voilà, les tri des CV, spontanément, on pense à ça. Il y a un gain de temps, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, les RH ont été un des premiers départements chez Pfizer à utiliser l'IA. On reçoit approximativement 1 million de candidatures au niveau mondial et environ 20 000 en France chaque année. Donc, il y a un enjeu, comme pour toute organisation, d'arriver à trouver les bons profils, les bons candidats pour notre organisation. Et les outils d'IA vont nous permettre effectivement de pouvoir faire d'opérer un tri plus rapide, plus efficace. Ça nous rend plus réactifs, ça nous permet d'aller capter les candidats les plus intéressants. Là, il y a une belle maturité. Enfin, on est à maturité dans ça. On peut toujours s'améliorer, mais voilà, là, ça fonctionne bien. Oui. Ça vous rend vraiment service. Oui, j'ai un premier exemple effectivement sur cet outil d'IA qu'on utilise en interne, qui va nous classifier en fait de A à D toutes les candidatures qu'on reçoit. Donc, suivant les mots-clés qu'on va rentrer, suivant le profil recherché, on va avoir une candidature classée A si elle est considérée la plus pertinente, ou à contrario C ou D si effectivement elle l'est moins. Quand on voit les recrutements qu'on a effectués par exemple sur l'année 2024 au niveau de la France, on s'aperçoit que 72% des recrutements qui ont été faits l'étaient sur des candidatures classifiées A et 22% l'étaient sur des candidatures classifiées C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA a fait son job en allant chercher les meilleures candidatures, mais qu'en même temps, il faut rester quand même, si je puis dire, en backup, avec notre œil humain, d'aller quand même rechercher dans le vivier de candidatures C ou D pour voir si on n'a pas laissé échapper un profil intéressant qui serait passé à travers les mailles du filet. C'est souvent ça, j'imagine. Le risque, c'est de se dire, tiens, j'ai pas vu le petit détail ou l'expérience
d'une personne parce qu'elle est mal notée sur le CV et donc du coup, c'est de passer à côté, quoi. C'est ça, exactement. Et on a un deuxième outil, je pense, dont il est intéressant de parler. Comme toute organisation, on a aussi un sujet, un enjeu assez majeur qui est celui de la rétention des talents et du développement des compétences en interne. On a 85 000 collaborateurs dans le monde, vous le disiez, donc il faut qu'on les retienne, il faut qu'on les développe pour les garder en interne. Et on a un autre outil d'IA qui nous permet effectivement d'aller regarder dans notre base de données, donc notre SIRH, pour aller chercher dans les profils de façon proactive et de proposer aux collaborateurs, là où on voit qu'il y a un match, des candidatures qui pourraient être intéressantes pour les opportunités à pourvoir. Ça peut être des critères du genre, tiens, on a vu des gens qui n'ont pas bougé depuis 4-5 ans sur tel profil. Potentiellement. Ou qui ont eu telle expérience de mobilité géographique. Et ça, c'est un prompt que vous rentrez, avec vos collaborateurs rentrent, c'est ça. Vous rentrez. Alors, c'est déployé aux États-Unis pour le moment, pas encore en France, mais en tout cas, on a des premiers retours extrêmement positifs sur les US et ça renforce encore l'idée que l'outil d'IA, là, est très utile et très aidant pour gagner en efficacité. Et ça renforce ce qu'on disait tout à l'heure, parce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance de la data. Parce qu'il faut que cette data soit bien renseignée, bien reconnue pour pouvoir être... entraîner ces IA et puis même avoir ces actions assez fortes dans ce domaine. Exactement. Romain, donc les entreprises ont quand même des inquiétudes, évidemment, quand on parle IA, RH, donc on n'est pas au remplacement, mais on sait bien que ça va être accompagné, mais on a quand même ces inquiétudes. Comment l'IA peut justement aider les RH à aligner les objectifs on vient de le dire, de gestion des compétences, avec les objectifs d'organisation de l'entreprise? Alors, comment ça se passe? Alors, déjà, il est naturel que les entreprises se posent des questions. Aujourd'hui, l'IA, finalement, va bouleverser un peu des pratiques traditionnelles. On vient d'en parler sur tout ce qui est mobilité, recrutement, etc. Et puis, il y a un cadre légal à respecter avec des impacts financiers qui peuvent être importants en cas de non-respect. Je pense au RGPD notamment. Donc, c'est normal de se poser des questions. Il ne faut pas se lancer n'importe comment. Il y a des règles à respecter. Après, il y a quand même un contexte favorable à la mise en place de l'IA dans les RH aujourd'hui, notamment parce qu'on commence à avoir une grande maturité au niveau des SIRH, justement. Ça a commencé il y a longtemps avec la mise en place des systèmes de paie, des systèmes de GTA, de GA. Et puis ces dernières années, on est passé à tout ce qui est gestion des talents, gestion des temps et des activités. Maintenant est arrivé tout ce qui est gestion des talents, donc formation, entretien, etc. Donc on commence à avoir un socle de données qui est bien interfacé avec de la donnée de qualité, même si elle peut être éparse à droite et à gauche. Donc le moment est favorable. Et ce qu'on voit, c'est que l'IA peut apporter beaucoup et qu'elle est finalement déjà présente, ça a commencé à être dit, sur tout le cycle de vie du collaborateur. Ça commence avec le recrutement, ça va avec la gestion des compétences, qui est un élément clé dans les années à venir, la mobilité interne aussi. On peut coupler, par exemple, aussi des données de temps de trajet avec les éléments de carrière, de postes disponibles, etc. Et puis, tout ce qui est calculatrice, il y a énormément de cas d'usage qui recouvrent tout. Et on peut citer aussi, par exemple, même maintenant la rémunération. Depuis 2019, donc, il y a une loi française autour de l'index de parité femmes-hommes qui oblige finalement à produire un indicateur qui estime l'égalité entre les femmes et les hommes en France. Et va arriver en 2026 une nouvelle directive européenne qui va être plus large, qui s'appelle la Pay Transparency, la transparence des rémunérations. Et que demande, et quelle est en fait la quintessence de cette directive? C'est arriver à mesurer les écarts de salaire avec des critères objectifs et les expliquer. C'est-à-dire qu'entre deux personnes qui ont un travail finalement de même valeur, c'est comment arriver à dire que l'écart de 20% de salaire entre les deux est explicable parce qu'il y a les diplômes qui comptent dans 5% de l'écart qui a été constaté. Il y en a un qui fait du management et l'autre ne fait pas, donc ça compte pour 10%, etc. Et ça, dans des volumes de données, pour des entreprises notamment comme Pfizer, qui sont aussi importantes, c'est un travail qu'il est impossible à faire parce qu'il faut arriver à déterminer ce qu'on appelle le salaire ajusté, c'est-à-dire le salaire théorique que la personne devrait toucher si elle n'était pas discriminée. Et pour faire ça, on a besoin d'algorithmes d'IA, qu'on appelle des algorithmes de régression linéaire, qui vont pouvoir calculer ce salaire théorique. On a justement mis à Acton, nous, en place une solution pour arriver justement à calculer ces indicateurs. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'on voit finalement que c'est un cadre légal qui introduit l'IA dans les RH de manière forcée. Donc on voit que ce soit de manière volontaire, et c'est extrêmement bien pour les entreprises, ou de manière forcée, l'IA s'introduit dans tous les processus métiers des RH. Et Claire, est-ce qu'on pourrait avoir les collaborateurs aussi, parce qu'eux doivent renseigner, on
on est très peu, j'imagine, parfois, surtout quand on reste longtemps dans son entreprise, à renouveler son CV. On le fait un peu sur LinkedIn, mais voilà. Et est-ce que, justement, vous poussez les collaborateurs à enrichir leur base et puis même eux auront accès à cet outil? Alors là, vous l'avez dit, c'est aux États-Unis, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour que les 85 000 collaborateurs de Pfizer aient accès à cet outil pour voir un peu où ils en sont de leur parcours? Alors, on a une culture interne assez forte sur le sujet de la croissance et du développement en interne. Et on incite chacun des collaborateurs de Pfizer dans le monde à être vraiment acteur de son propre développement. Donc, on fait beaucoup de sessions d'information. On a tendance on souhaite vraiment faire de l'acculturation en interne, puisque pour nous, c'est vraiment un cercle vertueux. Les outils d'IA, mais aussi l'action humaine, à travers la propre action des collaborateurs eux-mêmes, mais également les équipes RH, mais aussi les managers, puisqu'on laisse à disposition des managers la latitude de pouvoir faire une cartographie des compétences de leurs équipes qui va nous permettre de croiser énormément de données ensemble. On a une base vivante et qui nous permet de répondre à nos besoins à un instant T. Elles sont là, les bonnes pratiques, là, des bons cas d'usage IARH, Hubert Koetter? Oui, alors le sujet des compétences va d'ailleurs devenir, je pense, un cas d'usage très important dans le domaine de l'ARH pour l'IA. Nous, on l'a démarré en 2018, la production de ce qu'on appelle une place de marché des talents, qui exploite justement les compétences que les collaborateurs eux-mêmes ou les personnes travaillant autour d'eux renseignent. C'est 55 000 compétences aujourd'hui dans notre base de données de compétences, issues des 70 millions de collaborateurs qu'on gère dans un système Workday dans le monde. Et donc, comme le disait Claire, en fait, on incite et on aide nos clients à donner accès à ce référentiel de compétences aux collaborateurs qui peuvent évaluer ou appliquer des compétences avec des systèmes de vérification, bien sûr, etc. Et en fait, c'est cette donnée enrichie, augmentée par l'IA qui permet de proposer des parcours de carrière innovants, des mobilités, enfin de fluidifier quelque part le monde du travail et la mobilité interne en mettant quelque part le collaborateur comme l'acteur de sa propre carrière. Donc ça change aussi le rapport à l'entreprise. Et comment on fait pour favoriser justement l'adoption, qu'on ait envie d'aller sur cet outil? Alors pas tous les jours, mais d'y aller régulièrement. En fait, c'est toujours pareil. Vous êtes toujours enclin à donner de la data et à partager de la data quand elle vous rend un service. Donc si le collaborateur comprend que l'intention de l'entreprise, c'est de favoriser le développement des compétences, le développement de l'amélioration de la performance, qui impacte la rémunération, la carrière, la mobilité, etc., on n'aura pas besoin de le motiver, le collaborateur. Par contre, il faut qu'on lui montre qu'en jouant le jeu du renseignement de la donnée, des choses se passent en termes de politique RH. Sinon, la promesse n'est pas tenue. Quand la promesse n'est pas tenue, ça ne fonctionne pas. Puis j'imagine, je sais pas, les nouvelles générations, elles sont un peu moins fidèles, ou finalement, une fois qu'elles sont dans l'entreprise, si elles s'y plaisent, Alors, ça, c'est un grand sujet d'actualité. Très clairement... C'est-à-dire qu'il faut les suivre de plus près. Exactement. La gestion des carrières a beaucoup changé ces 20 dernières années, avec des nouvelles notions qu'on voit apparaître, les parcours en zigzag, la participation à des projets, à des missions pour développer son expertise, ses expériences et ses compétences. Et pour le coup, c'est vrai qu'avoir cette base vivante que chacun va venir enrichir grâce aussi à l'impulsion des équipes RH, parce que je le redis, l'IA est très utile, nous aide à gagner du temps sur un certain nombre de process et à gagner en efficacité, mais tout ça avec un objectif qui est quand même celui de redonner du temps à l'humain. Donc les équipes RH... C'est les limites, quoi. Il faut l'acculturation, voilà, ça c'est un point important chez vous. La présence des équipes RH est absolument indispensable pour se compléter les outils d'IA dans leur pratique. Donc oui, il y a un enjeu, particulièrement face aux jeunes générations qui veulent bouger très vite en interne et qui veulent aussi partir peut-être plus vite. Et même vous, quand vous voyez l'arrivée, la poussée de cette IA depuis 2 ans, vous trouvez que le rôle des humains, enfin voilà, vous le faites évoluer aussi, ce rôle de l'humain à travers ces outils? Je reste persuadée que l'action est vraiment extrêmement complémentaire. Mettre en place une stratégie RH proactive, Romain, ça anticiper les besoins futurs. On vient de le dire, l'humain dans tout ça, la data. Alors quels conseils on peut donner à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors, avant de se lancer dans des projets d'IA, il faut quand même respecter un certain nombre de piliers, d'enjeux avant de mettre en place sa stratégie. Le premier, ça a été dit tout à l'heure, c'est il faut savoir quel cas d'usage on va mettre en place et quel ROI on va en attendre. Et il faut bien choisir aussi son cas d'usage par rapport à la disponibilité des données et à leur qualité.
Si on part sur un cas d'usage qui serait extrêmement intéressant, mais pour lequel on n'a pas une qualité de données suffisante, ça ne fonctionnera pas. Et là-dessus, il peut y avoir 3 cas d'usage un peu classiques. Automatisation, on en a parlé, tout ce qui est prédiction du turnover, ce genre de choses. Et puis, recommandation. Et c'est là-dessus où on va avoir, je pense, une vraie transformation, et ça va être l'enjeu clé, ça a été dit tout à l'heure, et ça a été redit ici avec les nouvelles générations qui arrivent et qui sont un peu plus mobiles que ne l'étaient les générations d'avant. Et il va falloir arriver à combiner les besoins des collaborateurs avec ceux de l'entreprise pour développer les compétences. Et là-dessus, jusqu'à aujourd'hui, où l'IA n'était pas présente, les projets de gestion des compétences avaient du mal à sortir parce que c'est des référentiels qui sont souvent figés, etc., et qui avaient du mal à évoluer, qui étaient mort-nés. Là, l'IA va permettre justement de maintenir à jour ces référentiels-là et d'apporter cette valeur-là qui va être essentielle pour la gestion des carrières aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est bien choisir ces cas d'usage. Ensuite, on a un deuxième pilier qui va être le respect finalement des règles légales, je l'évoquais tout à l'heure, pour donner de la confiance au corps social, que les choses soient faites de manière transparente et qu'on puisse avoir l'adhésion dont on parlait tout à l'heure. Parce que sans adhésion, finalement, ça ne mènera à rien. Il y a un troisième pilier aussi qui est savoir comment on va y aller. Est-ce qu'on achète des solutions sur étagère, comme le propose Workday? Est-ce qu'on fait des projets à façon ou est-ce qu'on fonctionne un peu en mode hybride? Donc ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, alors qui est encore plus important dans les grandes organisations, c'est qu'il faut avoir en tête que, et on l'a dit tout à l'heure, l'IA sort très vite de nouvelles technologies, de nouvelles choses. Et dans les grands groupes, on a souvent des process liés à la sécurité, etc., qui sont très longs, qui génèrent de l'inertie. Et si on essaie de lancer des projets d'IA dans ce cadre-là, ça aura du mal à sortir. Donc, il faut du test and learn en permanence. Voilà, et ça ne fonctionne pas à la même vitesse. Donc, il faut tester, etc. Et ensuite, quand on veut déployer à plus large échelle, une fois qu'on a prouvé la valeur, là, on rentre dans les processus classiques. Donc là, l'organisation adaptée, elle est vraiment importante, sinon, il n'y a rien qui sortira. Oui, et la place de l'humain dans tout ça? Alors, je vais y venir. D'ailleurs, c'est une bonne transition. En fait, ça a été dit tout à l'heure, l'IA doit être au service du collaborateur. Si ce n'est pas adapté, s'il n'y a pas une ergonomie, une performance, et si le collaborateur ne s'y retrouvera pas, ça ne marche pas. Et donc, l'humain, naturellement, est au centre de tout ça, en fait. L'idée, et je rejoins Claire, en fait, il faut combiner l'humain et l'IA. L'IA, c'est un outil, en fait, ce n'est pas une finalité en soi, et c'est au service de l'humain. Ça doit permettre d'automatiser des tâches, etc., de manière à gagner du temps, mais l'humain restera au centre parce qu'il faut contrôler, il faut programmer l'IA. Donc finalement, l'humain reste au centre et contrôle l'IA et ne le remplacera pas totalement. C'est un outil qui va aider, il faut apprendre à s'en servir. Et il faut y aller aujourd'hui. Alors, c'est absolument essentiel d'y aller aujourd'hui. Encore une fois, ça bouge tellement vite que quand les entreprises y seront allées, auront des choses qui seront matures, leur niveau de performance sera bien supérieur aux entreprises qui n'y seront pas allées. Et alors, je ne sais pas quel autre terme employer, mais ces entreprises qui ne seront pas là seront vite larguées, en fait. Et c'est essentiel d'y aller maintenant, de tester, éviter les projets cathédrales. On teste, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on déploie. Et je pense aussi qu'il est absolument nécessaire d'être accompagné, que les entreprises doivent être accompagnées, parce que cette expertise technologique qui va très vite, c'est souvent pas le cœur de métier des entreprises. Et ça, c'est le cœur de métier des cabinets qui accompagnent. Et puis ne pas oublier non plus tout ce qui est l'aspect juridique, l'aspect responsabilité sociale, sociétale. Voilà, on sait qu'il y a des chartes éthiques. J'imagine que chez vous, vous l'avez mise en place aussi, Claire, chez Pfizer. Hubert, si on arrive presque au terme de cette émission, ces modèles du Future Work, la prochaine étape, j'ai vu des entreprises qui commençaient déjà à mêler le DRH au patron du digital en disant tiens, un jour le DRH, il gérera à la fois des humains, à la fois des IA sous la forme d'agents, choses comme ça. On va vers à chaque révolution technologique, de toute façon, les entreprises se redéfinissent des rôles et se transforment. Et c'est bien normal, ça fait partie de la courbe d'apprentissage et de maturité. Non, je pense que... Alors, la clé, je pense, du modèle, c'est une étude France Travail montre que 50% des... Enfin, 400 000... on est en déficit de 400 000 emplois aujourd'hui par rapport aux besoins des entreprises et ce déficit va doubler d'ici 2030. Alors qu'ils existent peut-être quelque part, Donc chez Workday, on a fait une étude qui démontre qu'en gros, 50% des chefs d'entreprise ont conscience qu'ils auront un déficit de talent pour leurs besoins d'operating du business de demain. Ont conscience que l'IA peut aider, ne savent pas forcément tout le temps comment déployer cette stratégie ou en tirer parti. Donc le Future of Work, c'est pas simplement est-ce qu'on va remplacer des emplois par d'autres. Il y aura effectivement des mouvements
des mouvements de compétences là-dessus, mais c'est surtout comment on aide les entreprises à mieux qualifier ce dont elles auront besoin demain en termes de gestion du capital humain, gestion de carrière, fluidité du marché du travail quand on recrute les talents, mais aussi quand on les organise en interne. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Romain. L'IA, par la data et par la gouvernance qu'on va mettre autour de la data dans les organisations, est-ce que ce sera le Chief Digital Officer des RH, le CIO des RH, je ne le sais pas encore, mais grâce à cette capacité nouvelle offerte, on va pouvoir en fait aider les entreprises et les directions opérationnelles à prendre des meilleures décisions autour de la gestion du capital humain. C'est ce qu'on va s'employer à faire avec nos partenaires et nos clients. Eh bien voilà, c'est ce qu'on a essayé de... Le sujet est vaste, hein, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a essayé d'en faire le tour avec nos 3 invités, donc pour parler de l'impact de l'IA sur le monde du travail, notamment nous focalisant sur la transformation de ce métier RH. C'est passionnant, hein, parce qu'on touche vraiment toute l'entreprise. Pardon. Merci à tous les 3, Claire Laria DRH France de Pfizer, d'avoir été avec nous, Romain Javillier, directeur associé en charge des activités Data IA du cabinet Acton Group, et Hubert Côté, directeur général de Workday. Merci d'avoir été avec nous. On espère que voilà, ça vous fait réfléchir sur toute l'évolution de ces métiers. Là, ce métier RH est encore une fois passionnant. À très bientôt pour un nouveau hors-série sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.